Soyez très bienvenus, l'endroit où la philosophie et la psychologie se rencontrent pour vous aider à voir la vie avec plus de profondeur. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui d'une manière ou d'une autre traverse la vie de tout le monde, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Le désir et, plus spécifiquement, le pouvoir que le désir et la sexualité ont dans notre inconscient. Avez-vous déjà réfléchi à quel point votre désir influence vos choix, vos relations, vos décisions, jusqu'à votre façon de vous percevoir et de percevoir les autres? Est-ce que ce que nous appelons amour, passion, attraction n'est qu'une question biologique, ou existe-t-il quelque chose de plus profond qui se passe dans l'esprit? Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie analytique, croyait que la sexualité n'était pas simplement une fonction du corps. Elle est avant tout symbolique, un langage de l'inconscient, une force archétypale qui porte des significations des traumatismes et des fantasmes, et qui façonne notre façon de vivre, d'aimer, de rechercher un sens à la vie. Et c'est de cela dont nous allons parler ici aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne parle pas de sexe comme on en parle généralement. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, de beau ou de laid. Ici, nous allons aborder la sexualité comme une énergie psychique, quelque chose qui, lorsqu'elle est bien comprise, peut se transformer en créativité, en liberté, en conscience et même en spiritualité. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Cela aide beaucoup la chaîne à toucher davantage de personnes qui aiment penser hors des sentiers battus. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous vous proposons des réflexions sur le comportement humain, la philosophie pratique et la psychologie profonde. Et dites-moi une chose dans les commentaires. Pensez-vous que le désir nous contrôle ou que nous pouvons contrôler le désir? J'aimerais vraiment savoir comment vous percevez cela. Commentez ci-dessous, je lirai tout. Quand on parle de sexe, la plupart des gens pensent immédiatement à quelque chose de physique, d'instinctif, lié au plaisir ou à la reproduction. Mais pour Jung, la sexualité dépasse largement ce cadre. C'est une force qui prend naissance dans le corps, oui, mais qui revêt un sens bien plus profond lorsqu'on l'observe à travers le prisme de l'inconscient. Jung considérait la sexualité comme une énergie archétypale. Cela signifie qu'elle n'est pas seulement un besoin biologique, mais un symbole universel présent dans toutes les cultures, mythes, religions et histoires de l'humanité. C'est comme si le désir était un langage que l'inconscient utilise pour s'exprimer et qui se manifeste déguisé dans nos fantasmes, nos rêves, nos désirs, jusqu'à nos angoisses. Cette énergie, lorsqu'elle est mal comprise ou réprimée, peut devenir chaotique, engendrer des compulsions, des conflits, des vices et des frustrations. Mais dès que l'on commence à la percevoir avec plus de conscience, elle peut être canalisée vers quelque chose de bien plus grand que le simple plaisir éphémère. Elle peut se transformer en art, en compréhension profonde, en guérison. Et cela arrive parce que le désir, au fond, est lié au mouvement de l'âme. C'est lui qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à chercher quelque chose, à nous rapprocher de quelqu'un, à créer, à transformer. C'est lui qui nous invite à vivre intensément. Et en même temps, c'est lui qui nous confronte à nos ombres, nos peurs et nos insécurités. Jung pensait que cette force sexuelle est en réalité l'une des manifestations de ce qu'il appelait la libido, mais pas dans le sens freudien, purement sexuel. Pour Jung, la libido est une énergie vitale, plus vaste, qui peut s'exprimer de multiples manières. Le désir pour une personne, une idée, un but, une transformation. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette énergie peut être transformée. Elle peut changer de direction, de forme et d'intensité. Quand vous la réprimez, elle ne disparaît pas. Elle se cache, se déguise. Mais lorsqu'on l'accueille, qu'on l'écoute et qu'on cherche à comprendre ce qu'elle essaie de dire, elle s'intègre. Et c'est là que la sexualité cesse d'être simplement une pulsion et devient un outil de développement personnel. C'est comme si le désir ne voulait pas seulement vous porter vers l'extérieur, vers quelqu'un, vers une expérience, mais aussi vers l'intérieur, vers un lieu où vous pouvez vraiment vous retrouver, un endroit où le désir devient un pont, pas une prison. Maintenant, pour mieux comprendre comment cette énergie sexuelle agit en nous, il faut évoquer deux concepts fondamentaux de la psychologie jungienne, l'anima et l'animus. Ces deux termes représentent le féminin et le masculin, mais pas dans le sens extérieur du genre ou des rôles sociaux. Jung expliquait que nous portons tous en nous une image de l'opposé. En d'autres termes, à l'intérieur de chaque homme existe une femme intérieure,
l'anima, et à l'intérieur de chaque femme existe un homme intérieur, l'animus. Ces images ne sont pas de simples personnages, ce sont des archétypes, des formes symboliques qui influencent profondément notre manière de nous connecter aux autres et à nous-mêmes. Ce sont des projections de l'inconscient qui façonnent nos émotions, nos idéalisations, nos jugements, ainsi que nos choix amoureux. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois t'es-tu senti intensément attiré par quelqu'un, même si cela n'avait pas vraiment de sens rationnel? Ou combien de fois as-tu idéalisé quelqu'un presque magiquement, en projetant sur cette personne toutes les qualités que tu désirais, comme si elle représentait la moitié qui te manquait? Souvent, ce qui se passe, c'est une projection de ton anima ou de ton animus. Tu ne perçois pas l'autre tel qu'il est vraiment. Tu vois une part de toi, cachée et inconsciente, qui se manifeste par le désir. C'est comme si l'inconscient utilisait l'autre pour te montrer ce que tu dois intégrer en toi. C'est pourquoi Jung disait que l'amour est souvent une sorte de rencontre avec l'inconscient et que si nous ne le reconnaissons pas, nous en venons à vivre des relations confuses, trop idéalisées, voire destructrices. Car au fond, nous essayons de trouver à l'extérieur ce qui nous manque en réalité à l'intérieur. L'anima chez l'homme représente le contact avec le monde émotionnel, la sensibilité, l'intuition, la réceptivité. Une fois intégrée, l'homme peut accéder à ces qualités sans peur ni honte, mais lorsqu'elle est réprimée ou déformée, elle se manifeste sous forme de projection, comme la femme idéalisée, la muse inaccessible, voire la femme fatale, qui séduit puis détruit. L'animus chez la femme est l'image du masculin intérieur. Il symbolise la raison, l'action, la fermeté, la direction. Lorsqu'il est bien intégré, il apporte force, structure et concentration. Mais lorsqu'il est mal résolu, il se manifeste par une critique intérieure, une rigidité, un excès de rationalité, ou bien sous la forme de cet homme, idéalisé, fort protecteur sauveur, qui, souvent, n'existe pas vraiment dans la réalité. Ces archétypes agissent en permanence dans notre inconscient. Ils influencent notre manière d'être attiré par quelqu'un, comment nous espérons être aimés, et même ce que nous projetons dans une relation. Ce que Jung nous invite à faire, c'est de cesser de chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur, et de commencer un processus d'intégration. Cela signifie porter un regard plus attentif sur ces images internes, comprendre ce qu'elles essaient de nous montrer et permettre au masculin et au féminin en nous d'interagir, de coopérer et de s'équilibrer. Car, au fond, la véritable rencontre se fait toujours avec nous-mêmes. C'est là qu'intervient une des idées les plus provocantes de Jung. Souvent, lorsque nous tombons amoureux, nous n'aimons pas vraiment l'autre. Nous aimons un miroir, un reflet, une partie de nous qui a été projetée sur cette personne. Cela peut sembler étrange au début, mais réfléchis-y. Combien de fois as-tu rencontré quelqu'un et ressenti cette connexion intense, presque comme si c'était ton âme sœur, comme si cette personne te complétait d'une manière inexplicable? Pour Jung, c'est souvent l'anima ou l'animus qui agissent pleinement. C'est l'inconscient qui utilise l'autre pour révéler quelque chose qui est encore caché en toi. Ces projections ne sont pas de simples illusions. En réalité, elles ont une fonction. L'inconscient fait cela pour tenter de te montrer quelque chose qui doit être reconnu, accueilli et intégré. Par exemple, si un homme projette son anima sur une femme, il cherche peut-être à se reconnecter à sa propre sensibilité, à son côté émotionnel, à une part créative oubliée. Si une femme projette son animus sur un homme, elle cherche sans doute la force, la structure et la direction, mais pas chez l'autre, plutôt en elle-même. Le problème, c'est que lorsque nous ne percevons pas cette dynamique, nous commençons à exiger de l'autre ce qu'il n'a jamais promis d'être. Nous commençons à idéaliser, à attendre la perfection, à souffrir pour des attentes qui ne se réaliseront jamais. Alors, l'amour se transforme en confusion, en frustration, voire en douleur. Combien de fois as-tu déjà entendu ou vécu cette histoire d'une relation qui a commencé de façon magique, intense, belle, puis qui est devenue un cauchemar émotionnel? En langage jungien, cela se produit parce que la projection a été brisée. L'image idéalisée commence à s'effondrer, et nous découvrons l'autre tel qu'il est vraiment, humain, imparfait, différent de la fantaisie. Mais écoute bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Cela fait partie du processus. Jung disait que le but de la projection est justement d'être brisé, car c'est à ce moment-là que tu as la chance de retirer cette image de l'autre
et de la réintégrer en toi-même. C'est à ce moment-là que l'amour cesse d'être une illusion et commence à devenir réalité lorsque vous arrêtez d'exiger que l'autre vous complète et commencez à vous compléter vous-même. Quand vous comprenez que l'autre peut être un compagnon de voyage, mais pas votre sauveur, ni votre miroir idéal, ni la pièce manquante de votre puzzle. Ce type d'amour plus conscient naît après avoir fait face à votre reflet et décidé de continuer le chemin par vos propres pas. C'est là que le désir commence à cesser d'être un besoin pour devenir une puissance. Et c'est précisément à ce moment que l'on commence à percevoir la sexualité autrement. Pour Jung, le sexe n'est pas seulement une expérience corporelle, c'est un portail, une porte vers quelque chose de plus grand. Quelque chose qui, si l'on a le courage de la franchir, peut nous conduire à un niveau de conscience beaucoup plus profond. Il appelait cela l'individuation, le processus de devenir ce que vous êtes vraiment, en intégrant toutes les parties de votre psyché, y compris celles que vous cachez, rejetez ou projetez sur les autres. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle n'est ni réprimée ni vécue de façon inconsciente, se transforme. Elle devient un carburant. Elle devient une force de création, une quête de sens. La transformation de votre douleur en art, de votre vide en connexion, de votre confusion en clarté. C'est pourquoi dans de nombreuses traditions anciennes, le sexe était considéré comme quelque chose de sacré, non pas parce qu'il était moralement pur, mais parce que c'était une force puissante liée à la vie, à la création, à la transcendance. Jung a ravivé cette vision plus symbolique de la sexualité. Il comprenait que lorsque nous nous connectons consciemment à ce désir, il peut nous mener à une forme d'éveil. Ce n'est pas un hasard s'il parlait de l'archétype du héros sexuel. Et ce héros n'est pas le conquérant, ni le séducteur. C'est celui qui traverse son propre désir, affronte ses ombres, reconnaît ses projections, et revient à lui-même plus entier. C'est celui qui ne fuit pas le feu, mais apprend à marcher à l'intérieur sans se brûler. Bien sûr, ce n'est pas simple. Nous vivons dans une culture qui exagère, soit le sexe, soit tente de le cacher, de le contrôler, de le réprimer. Soit il est traité comme une marchandise, comme un plaisir creux, soit comme un tabou. Mais Jung propose une autre voie. Celle de l'intégration, celle de regarder le désir sans peur, sans culpabilité, sans idéalisation, de comprendre que le désir peut, oui, vous faire tomber, mais aussi vous relever. Il peut vous asservir, mais aussi vous libérer. Tout dépend de la conscience que vous lui portez. Lorsque vous commencez à comprendre ce que vous recherchez réellement derrière chaque attraction, chaque besoin, chaque fantasme, une autre relation avec la sexualité commence à émerger, plus libre, plus honnête, plus transformative. C'est à ce moment-là que le désir cesse d'être simplement un instinct et devient un chemin spirituel. Mais pour atteindre ce niveau de conscience, il y a une étape que beaucoup de gens évitent, la rencontre avec l'ombre. Pour Jung, l'ombre représente tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, tout ce qui a été réprimé, caché, nié, que ce soit parce que la société ne l'acceptait pas, parce que la famille le condamnait ou parce que nous n'avons pas réussi à le gérer. Et la sexualité est souvent l'une des parties les plus enfouies dans cette ombre. Dès le plus jeune âge, beaucoup apprennent que ressentir du désir est mal, que cela ne se fait pas, que c'est un péché, que c'est dangereux. Que se passe-t-il alors? Nous refoulons ces sentiments au plus profond de notre inconscient, mais ils ne disparaissent pas. Ils refont surface, sous forme de culpabilité, de honte, de peur, de relations tumultueuses ou de comportements dont nous ignorons souvent l'origine. Jung disait que ce que vous niez vous domine et ce que vous acceptez vous transforme. Ainsi, lorsque nous commençons à explorer notre propre ombre sexuelle, tout ce qui a été caché, étouffé ou déformé, nous reprenons progressivement le contrôle de notre propre énergie. Ce n'est pas un processus facile. C'est inconfortable, parfois même douloureux, mais profondément libérateur. Et il ne s'agit pas ici de céder à toutes nos pulsions ou de faire ce que l'on veut sans discernement. Ce n'est pas se laisser emporter, mais écouter ce que cette impulsion cherche à nous dire. Parce que le désir communique aussi. Il révèle, il indique quelque chose qui réclame notre attention. Souvent un aspect de nous que nous ne soupçonnions même pas. C'est dans cette plongée, dans l'inconscient, que nous réalisons que les désirs les plus intenses conflictuels, interdits, peuvent porter des messages essentiels sur nos blessures, nos limites, nos besoins émotionnels les plus profonds.
Et lorsque nous faisons face à cette part de notre psyché, nous accédons à une nouvelle forme de liberté. Ce n'est pas la liberté de tout faire, mais la liberté de ne plus être esclave de quoi que ce soit, la liberté de faire des choix conscients, de se connecter plus authentiquement, de sortir des schémas répétitifs dans lesquels nous étions souvent piégés, sans le savoir. L'ombre n'est pas votre ennemi. Elle est une porte vers la connaissance de soi. Et quand vous intégrez la sexualité dans ce processus, vous découvrez une force incroyable cachée juste là, où il n'y avait auparavant que peur ou honte. C'est comme allumer la lumière dans une pièce restée fermée pendant des années. Au début, c'est effrayant, mais rapidement, vous réalisez qu'il y a aussi des parts de vous qui attendaient d'être vues et aimées. Dans l'univers symbolique de la psyché, Jung a observé que le féminin porte une dualité puissante. D'un côté, la figure de la mère Sita, la mère accueillante, protectrice, qui veille et nourrit la sécurité émotionnelle. De l'autre, la tentatrice, la femme séduisante instinctive libre, qui éveille le désir, le risque, la transformation. Ces deux archétypes existent depuis la nuit des temps. Ils se retrouvent dans les mythes, les religions, les contes de fées, et sans même que nous en ayons conscience. Ils sont aussi ancrés dans notre inconscient, façonnant nos relations, nos désirs et même nos crises affectives. La mère Sita incarne l'amour inconditionnel, l'abandon, le réconfort, la base émotionnelle. C'est la femme qui écoute, qui soutient. Mais quand cet archétype devient trop dominant ou déséquilibré, il peut tourner en dépendance, en surprotection ou en effacement de sa propre individualité au profit des besoins de l'autre. Quant à la tentatrice, elle porte l'énergie de la passion du mouvement, de la force créatrice. Elle est instinctive, magnétique, provocante. Elle incarne le pouvoir d'éveiller, mais aussi la peur de perdre le contrôle. C'est pourquoi, historiquement, cet archétype a souvent été diabolisé, car il touche à ce qui est le plus réprimé, le désir de liberté, d'intensité, de rupture, avec ce qui est sûr. Jung a noté que ces deux figures vivent en chacun de nous, quel que soit notre genre. Chez l'homme, elles apparaissent souvent sous forme de projection. Il cherche une femme qui soit à la fois mère et amante, et se retrouve déçu en découvrant que personne ne peut remplir ce double rôle. Chez la femme, ces images internes peuvent engendrer des conflits, être douce ou audacieuse, protectrice ou libre, acceptée ou désirée. L'essentiel est que ces deux forces ne s'opposent pas, elles se complètent. Et quand nous apprenons à reconnaître cette dualité en nous et à intégrer ces deux facettes du féminin, nous cessons de vivre dans le conflit. La femme qui accepte sa tentatrice intérieure n'a plus besoin de cacher sa puissance créatrice ni sa sensualité. L'homme qui reconnaît sa projection maternelle comprend qu'il n'a pas besoin de chercher un amour éternel chez un partenaire. Il peut aussi apprendre à prendre soin de lui-même. Ces archétypes sont profondément liés à la manière dont nous aimons, désirons, rejetons et idéalisons. Et lorsque ces archétypes agissent dans l'inconscient, ils peuvent saboter nos relations ou limiter notre croissance personnelle. Mais, lorsque nous les amenons à la conscience, nous commençons à voir plus clairement ce que nous recherchons réellement dans nos relations et ce que nous devons d'abord trouver en nous-mêmes. Au final, cette danse entre la nutrition et la séduction, entre le soin et la liberté, est ce qui rend le féminin si profond et si transformateur. Jusque-là, nous avons compris que le désir n'est pas un simple instinct, ni quelque chose qui doit être ignoré ou réprimé. C'est un langage de l'inconscient, un mouvement intérieur, qui peut servir de boussole pour ceux qui cherchent à vraiment grandir. Et c'est là qu'émerge une figure symbolique très forte dans l'œuvre de Jung, le héros sexuel. Mais attention, ne le confonds pas avec le stéréotype du don Juan ou de la femme fatale que la société a tendance à glorifier. Le héros sexuel proposé par Jung n'est pas quelqu'un qui conquiert des corps. C'est quelqu'un qui conquiert lui-même. C'est celui qui traverse ses propres passions, qui affronte ses désirs les plus profonds et les plus confus. Et, au lieu de s'y perdre, il s'y retrouve. Ce héros ne nie pas le désir. Il s'y plonge, mais avec conscience. Il reconnaît que le désir peut être un piège, mais qu'il peut aussi être un maître, car le désir révèle où se cachent nos blessures, nos manques, nos aspirations les plus profondes. Et en faisant face à cela, le héros commence à se libérer, non pas parce qu'il a cessé de désirer, mais parce qu'il a commencé à comprendre ce qui se cache derrière le désir. Tu connais cette sensation d'être bloqué dans un cycle de relations similaires,
ou de répéter les mêmes erreurs émotionnelles? Jung dirait que c'est là l'appel de la quête du héros, car ces schémas se répètent jusqu'à ce que nous en tirions des leçons, jusqu'à ce que nous cessions de chercher à l'extérieur ce qui doit être éveillé en nous. Le héros sexuel apprend à utiliser cette énergie comme un élan créatif, une force de guérison, un pouvoir de transformation. Il comprend que le désir ne doit pas être nié, il doit être élevé, sublimé. Et ici, sublimer ne signifie ni réprimer, ni spiritualiser tout de façon artificielle. C'est canaliser cette énergie vers quelque chose qui élargit la conscience, vers l'art, vers une connexion authentique, vers la transformation personnelle, vers la création de quelque chose qui a du sens. C'est comme transmuter le feu, arrêter de se brûler avec lui et commencer à éclairer le chemin grâce à sa lumière. Et voilà ce qui est intéressant. Ce voyage du héros est individuel, mais il a aussi des répercussions collectives, car plus nous nous connaissons, plus nous nous relions de manière sincère. Et plus nous sommes conscients de nos désirs, moins nous manipulons, blessons ou dépendons des autres pour nous sentir complets. Ainsi, au final, le héros sexuel n'est pas celui qui vainc le désir, mais celui qui le traverse et revient avec sagesse. Après tout ce chemin fait de confrontation avec les projections d'intégration des archétypes, de traversée de l'ombre et d'éveil du héros intérieur, nous commençons à comprendre que la sexualité n'a jamais été uniquement une question de plaisir, ni seulement de corps. Elle est en réalité un pont entre l'instinct et l'esprit, entre ce qui nous pousse et ce qui nous transforme. Pour Jung, l'impulsion sexuelle est une des formes les plus puissantes de l'énergie psychique, mais elle ne doit pas rester cantonnée au plan physique. Cette même force, lorsqu'elle est reconnue et canalisée consciemment, se transforme en quelque chose de plus grand. Créativité, inspiration, connexion avec le sacré. Dans de nombreuses traditions anciennes, cela était déjà compris. Le sexe était un rituel, une méditation, un symbole d'union avec quelque chose qui dépasse l'ego. Il ne s'agissait pas seulement de deux personnes qui se rencontrent, mais de deux âmes qui se reconnaissent, se reflétant l'une l'autre, ouvrant des voies pour une transformation mutuelle. Il est clair que notre culture moderne a perdu beaucoup de cette perception. Aujourd'hui, le sexe est souvent traité comme un produit, une performance, une distraction. Mais l'inconscient n'a pas oublié sa signification la plus profonde. Et quand nous nous ouvrons à regarder le désir avec plus de présence et moins de jugement, nous commençons à réaliser qu'il pointe vers quelque chose à l'intérieur, un appel à l'expansion. Ce n'est pas une question de nier le corps, c'est une question de traverser le corps jusqu'à trouver l'âme. C'est laisser l'instinct vous enseigner, sans se laisser dominer par lui. C'est se permettre de ressentir, et en même temps, apprendre à transformer ce ressenti en sagesse. Et regardez comme c'est étonnant. Lorsque nous vivons la sexualité de façon consciente, non seulement les relations s'améliorent, mais toute la vie change, car on avance avec plus de présence, plus d'intégrité, plus de vérité. On cesse de courir après des remplissages extérieurs, et on commence à créer de l'intérieur vers l'extérieur. Jung disait que l'être humain s'accomplit lorsqu'il parvient à unir les opposés en lui. Et la sexualité est l'un des chemins les plus directs pour cela, car elle vous oblige à gérer le désir et la peur, le plaisir et la douleur, l'instinct et la spiritualité. C'est une invitation à grandir, à s'éveiller, à devenir plus humain et plus entier. Au final, le désir n'est que le commencement. Ce que vous en faites définit qui vous êtes en train de devenir.